Bonjour à tous, alors aujourd'hui vidéo non plus avec des possesseurs passionnés d'enceintes qui nous ont appelés. Euh, je suis avec Avec Vincent, donc Vincent, ton père, voilà. voilà, passionné depuis pas mal de temps, depuis l'âge de 14 ans, donc voilà, j'en ai plus de 60 et j'ai essayé de partager cette passion avec toi, et puis voilà, ça nous a embarqué vers une, euh, une, euh, un ensemble de réalisations d'enceintes acoustiques. Et puis, toi, finalement, tu as voulu fonder ton entreprise euh, dans ce domaine-là. Bah ouais, conjointement, il faut dire que le virus a été transmis, quoi. Voilà, voilà. Bon, donc voilà, donc Vincent, mon père, et collaborateur, et donc moi-même, Nicolas. On va parler un petit peu de l'actif et du passif. Parce que c'est revenu quand même un petit peu. En gros, en hi-fi à l'heure actuelle, c'était la réflexion qu'on se faisait déjà il y a un petit moment. Mais on a la possibilité, là maintenant, de passer en actif de façon relativement abordable et dans tous les sens du terme, c'est-à-dire d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue mise en œuvre. Alors, est-ce que tu peux déjà nous dire, avant même qu'on parle de l'actif, notre vision du passif pour NVD un petit peu là. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, les enceintes acoustiques, effectivement, nécessitent souvent qu'on sépare le spectre de fréquences à reproduire entre plusieurs haut-parleurs, certains qui seront plus compétents à reproduire l'aigu, d'autres le médium, d'autres le grave. Euh, pour distribuer ces fréquences, évidemment, c'est pas quelque chose de très nouveau. Il faut fabriquer des filtres qui sont la plupart du temps des filtrages passifs et qui, à l'heure actuelle, peuvent être composés de composants très coûteux, performants, c'est vrai, mais coûteux, et par principe qui limite quand même les performances des transducteurs. Je pense surtout pour les coupures entre le grave et le médium. Alors là, justement, voilà, c'est ça. C'est que, en gros, sur la plupart des enceintes, elles sont conçues de base en passif pour les différents modèles que l'on a. Mais alors, Ouais. tu peux nous dire pourquoi on a décidé finalement de passer en actif, le passage éventuel en actif est une solution qui devient très intéressante à l'heure actuelle. Et deuxièmement, malgré, on va dire, l'actif, pourquoi le passif peut tout de même être une solution qui reste tout de même intéressante dans notre façon de concevoir finalement les filtres. Oui, alors historiquement, les systèmes actifs étaient réservés soit à des réalisations, souvent des réalisations personnelles très ambitieuses, pour lesquelles les gens ne comptaient pas ni les moyens mis en œuvre, ni le temps passé. C'était des vraies réalisations, et ça l'est encore quelquefois, hein, de passionnés, qui pouvaient donner des très bons résultats, effectivement, à partir du moment où on franchissait cet obstacle du filtrage par composants passifs. Et c'était un rêve audiophile d'avoir un système, là je fais allusion aux réalisations de l'audiophile d'il y a maintenant assez longtemps, un système multi-amplifié avec un filtre actif, analogique à l'époque, un système d'amplification adapté à chaque voix, avec de la puissance dans le grave, et puis des amplis de plus faible puissance dans le médium, dans l'aigu, souvent des amplis à lampe, monotriode et autres. Donc ça faisait des systèmes qui existent encore, hein. Il y a des gens qui ont ça, qui sont très intéressants. Voilà, bon, mais c'est pas des choses réellement commercialisables. C'est pratiquement l'œuvre d'une vie entière. À ce moment-là, les audiophiles sont souvent aussi des gens, c'est presque un mode de vie. Donc l'actif,
c'est quelque chose qui a fait rêver beaucoup d'audiophiles. Hein. Et c'est souvent resté soit dans le domaine de l'irréalisable, soit dans la réalisation. Ça pouvait être aussi une source de complexité, de coûts, de très chronophage aussi, et de complexité de mise en œuvre, parce que à l'époque, peut-être on faisait moins attention à certains aspects. La grande révolution, évidemment, c'est l'arrivée de matériel plutôt issu du monde professionnel, où on voit bien que l'aspect concurrentiel n'a rien à voir avec le matériel haute fidélité. Et le développement des technologies, avec le développement du numérique, a débouché, pour être très rapide, sur des outils de filtrage, des outils d'amplification, des outils de mise en œuvre de compensation de délais temporels entre les différentes voies, qui sont donc issus vraiment du monde professionnel, qui commencent à débarquer dans le monde de la haute fidélité pour les particuliers. Et pour revenir au passif, alors tu peux nous décrire un petit peu quelle est en tout cas pour cette enceinte, puisqu'il va s'agir aussi de parler un petit peu de cette réalisation. Alors dis-nous cette petite enceinte alors. Ouais. Voilà. Ouais. Donc ça, en fait, alors tu veux que j'aborde quoi, le problème du grave, le problème de... Alors, vas-y, déjà, alors peut-être nous parler de ce projet, qui est le projet donc Symphonia. Oui, alors c'est une enceinte qu'on a baptisée Symphonia, parce que je voulais, après moi j'avais réalisé des choses, mais évidemment les moyens techniques n'étaient pas les mêmes que maintenant. Et je me suis toujours intéressé au matériel professionnel qui a l'avantage d'être bien souvent techniquement plus abouti et beaucoup plus abordable que le matériel haute fidélité, que ce soit en matière de transducteurs, mais aussi en matière de tout, de filtrage, d'amplification. Bon. Alors après, on peut reprocher certaines choses, ça se discute. En fait, en sélectionnant bien les matériels, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de problème particulier avec le matériel professionnel. Ça, surtout que ce projet a replacé dans le contexte qu'on voulait faire du haut rendement. Comme le haut rendement, ça vient de ça, c'est un petit peu une marotte. C'est un peu l'héritage justement de. Moi, j'ai connu la maison de l'audiophile et effectivement, j'étais baigné dans ce rêve et cette réalité de l'avantage du haut rendement. Ce qu'il faut dire aussi, ça c'est important, c'est que la qualité des sources à laquelle on accède actuellement par les chaînes de distribution musicale en haute résolution et par l'évolution des productions musicales pousse un petit peu tout le monde à aller vers une amélioration technologique, technique et donc auditive, musicale, des produits. Et évidemment, le vieux rêve d'un audiophile, c'est de retrouver la sensation dans le domaine de la musique classique d'un orchestre symphonique, d'un orchestre de jazz, enfin bref, ce côté vivant de la musique, mais aussi une étendue de la bande passante qui permette vraiment d'aller plus loin que ce que l'on pouvait faire auparavant avec les supports analogiques notamment, essentiellement le vinyle,
et puis voilà, de régler beaucoup de soucis liés à la reproduction sur micro-sillons, par exemple. Hein. Alors, alors justement, par rapport aux sources qualitatives qui nécessitent maintenant des systèmes qui ont finalement des courbes de réponse en fait étendues à la fois dans l'extrême grave et à la fois dans l'aigu, finalement, ce projet, au-delà d'être à haut rendement, tu peux nous parler un petit peu du graphe justement qui a été... Donc ça m'a conduit à essayer de réaliser une enceinte qui délivrait réellement du grave. Un grave qui soit sans défaut de délai temporel ou le moins possible et qui descende très bas. Évidemment avec peu de distorsion, mais avec quand même du rendement. Donc en fait, je me suis orienté vers un transducteur qui permettait de faire ça. Il a fallu quand même le sélectionner. Donc c'est un gros haut-parleur. Hein, c'est un gros haut-parleur. 46 cm, ce qu'on appelle un 18 pouces. Qui a l'amabilité quand même d'être accordé de façon optimale dans un volume qui reste assez raisonnable comparé à d'autres références. On est quand même moins gros qu'une Onken. C'était casable et finalement ça fait une enceinte qui est moins importante qu'une voix du théâtre ou une chose comme ça. Bon. Donc alors extension dans le grave, on peut dire. Hein, alors dans l'extension dans le grave, on a deux qualités principales qui sont la fréquence d'accord du basse réflexe, mais aussi une courbe de délai autour de l'accord qui reste tout à fait correcte, qui nous permet d'avoir un grave qui ne soit pas trop entaché d'une sensation de lourdeur et qui peut être typique de certains accords à résonateurs comme les basses réflexes. Et le but de ça, finalement, alors tout en ayant du rendement quand même. Hein. On a là, quand même du rendement. Voilà, on peut dire en extension. Dans le grave, on est aux alentours de 96 décibels. 96 décibels réels. Bon. Après, si on prend la pièce évidemment participe. Donc on est quand même sur du haut rendement. La fréquence d'accord... on est aux alentours des fréquences d'accord de l'évent, on est à 33 Hz. 33 Hz, et en fait on a constaté à la mesure une extension avec de l'énergie encore jusqu'à en dessous de 30 Hz largement. On est du niveau aux alentours des 25 Hz. 25 Hz. Et alors le but de ça, c'était de recentrer par rapport à ce que je disais tout à l'heure, de la qualité des enregistrements, et puis peut-être aussi les nouvelles types musicaux avec sans doute pas mal de sons synthétiques. Alors précisons pourquoi on l'a appelé Symphonias, parce que j'aime bien les systèmes qui restituent cette aisance dans le bas du spectre, à la fois profond et rapide, ce qui est alors rapide dans le grave. Qu'est-ce que c'est qu'un grave rapide? On peut toujours effectivement, mais sans traînage, hein, quelque chose d'immédiat, qu'une grosse caisse soit restituée vraiment de façon avec cette spontanéité du direct. D'ailleurs, on va faire des démonstrations hein, sur ce modèle-là justement, en passif et en actif, mais c'est confirmé à l'écoute. Ce type d'enceinte qui paraît plutôt assez... qui est quand même grosse, hein, on peut le dire, délivre un son très nuancé, très transparent. Grave, c'est étonnant. C'est étonnant parce que c'est capable de retransmettre des sons très variés dans le grave. Alors les instruments qui émettent vraiment en dessous de 40-50 Hz, il n'y en a pas énormément. Mais quand ils sont enregistrés, c'est intéressant de les percevoir, de les entendre. Et c'est ça que je voulais faire avec cette
cette enceinte-là, c'était de me mettre moi-même à l'épreuve de qu'est-ce que ça apporte, est-ce que ça apporte quelque chose ou rien du tout. Et bon, évidemment, la réponse, c'est ça apporte effectivement quelque chose. Ça permet déjà d'être fidèle à ce qui a été enregistré, et ça permet de plonger vraiment sans avoir besoin de monter le son dans un univers sonore tel qu'on pourrait l'entendre lors d'un concert. Voilà. Alors pour épauler ce grave, qui est vraiment à très haut rendement, quel est l'ensemble médium aigu qui a été sélectionné justement pour se marier avec ce 46 là? Pour des raisons physiques, ce genre de haut-parleur, moi je préfère ne pas le faire monter. Donc c'est là qu'on arrive à une problématique en filtrage, par exemple, passif. Pour plein de raisons, c'est mieux de relayer ces haut-parleurs-là par un autre haut-parleur qui va être lui aussi à haut rendement, et qui sera beaucoup plus rapide, beaucoup plus neutre dans la gamme médium, bas médium. Hein. Donc on est sur une fréquence de coupure basse, à haut rendement aussi. Et ensuite, il fallait trouver un tweeter qui puisse relayer pour l'aigu, médium aigu, aigu, avec de la finesse et de l'impact quand même, de façon à être en synergie avec cet apport du sous-grave, d'avoir quand même une enceinte qui soit capable, lorsqu'il n'y a pas de sous-grave, de restituer un grave rapide, nerveux, sans traînage aussi, un médium qui soit bien en place, pas projeté, un aigu qui monte haut et type de composants, on peut peut-être dire on peut peut-être donner quelques marques. Oui, alors là il a fallu s'orienter vers des selfs qui est des résistances série les plus faibles possibles. Donc on s'est tourné vers Mundorf, dans leur série 0 ohm, même si le 0 ohm il est réel, ou il est proche du 0 ohm, il est réel pour 0 Hz en fait, c'est-à-dire en courant continu. On a tout de suite expérimenté que c'était quand même ça marchait mieux, ça sonne mieux qu'une self de moindre qualité. Mais pour le faire, on est obligé de s'orienter vers des selfs à faire, pour avoir des valeurs élevées d'inductance qui permettent des fréquences de coupure basses. Donc alors, ça fonctionne. Ça fonctionne. Surtout sur des électroniques qui, pour le coup, permettent d'avoir des performances à l'écoute qui restent suffisamment, on va dire. Alors là, très rapidement, là, on commence à toucher des transducteurs qui sont compatibles avec des fréquences et des qualités de reproduction dans le grave. Qui interdisent, enfin ça interdit pas, on peut le faire, c'est pas la meilleure façon de le faire, les monotriodes de quelques watts. Là il faut quand pour même ce type d'enceinte, voilà. Pour ce type d'enceinte, même si à vrai dire malgré le rendement. Ceci dit, on n'a pas eu l'occasion de faire la démonstration en domestique. Ça marche, ça marcherait, mais voilà, ça marche, mais c'est pas la meilleure façon de le faire. Voilà, exactement. Bon, et alors l'actif. Parlons de l'actif. Alors l'actif, moi c'était un vieux rêve d'audiophile d'avoir un système full actif, multi-amplifié. Alors dis-nous déjà, en 4 voix, pourquoi pas. Ce que ça induisait déjà d'un point de vue mise en œuvre, c'est-à-dire déjà le nombre d'amplis qui était nécessaire pour mettre en œuvre ce type de système, et le type de filtre qui était nécessaire derrière. En gros, on va la faire simple, c'était une usine à gaz. Alors c'est forcément un peu une usine à gaz, surtout que ce genre de concept
il était inaccessible financièrement, pratiquement, pour la majorité des gens. Donc on était beaucoup dans le do-it-yourself. Ce qui permet effectivement de faire des choses. D'abord, c'est passionnant, et ensuite, c'est pour des raisons économiques. Voilà. Le problème, c'est que c'est très chronophage. Ça débouche sur des systèmes qui étaient très très volumineux. Et seuls les plus passionnés ont été au bout de la démarche, parce que c'est quand même extrêmement engageant. C'est presque un mode de vie. Donc ça, c'est pas du tout critiquable, c'est pas une critique, c'est un constat, c'est comme ça. Et les technologies ayant progressé et les produits s'étant développés de façon à la fois qualitative et sur le plan de la praticité, qui me semblait intéressant de s'intéresser à ce qui existait sur le marché dans ce sens-là. Alors on va en parler parce que justement, là tu nous parles donc finalement de la mise en œuvre de l'actif, depuis ses débuts jusqu'à maintenant. Alors maintenant, on a deux avantages. La première, c'est j'ai envie de dire l'aspect ergonomique de cette mise en œuvre-là, puisqu'en fait, on n'a plus besoin d'amplificateurs dédiés, séparés, qu'on doit racheter, qu'on doit ajouter, qu'on doit associer, et j'en passe. Là, on a une solution presque, j'ai envie de dire, tout en un, presque incluse. C'est ça. Où on arrive à concilier plein de choses en même temps, et y compris, en fait, donc que ce soit le filtrage actif, la multi-amplification, l'association en termes d'électronique, et j'aurais presque envie de dire le problème qui est lié à la liaison entre les différents maillons de la chaîne, les câbles, puisque là on va en parler donc de cette solution active. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu tous ces avantages? On s'est orienté vers les électroniques N-Core de Hypex, en triamplification, qui permettent d'avoir un traitement des niveaux relatifs entre les haut-parleurs, un traitement des délais, un traitement entre les haut-parleurs, un traitement aussi des fréquences, avec plusieurs pentes de coupure possibles, dans le domaine numérique. Donc, typiquement, les types de filtres, les pentes utilisées, nous, alors, on est sur... là, on a essentiellement essayé le Linkritz-Riley 24 décibels par octave. Norme professionnelle, d'ailleurs. Qui marche très bien, qui marche très bien. Rien d'autre à dire. On avait essayé d'autres choses. L'apport n'est pas forcément intéressant de passer en 48. Ça dépend beaucoup du contexte, des transducteurs et tout ça. Sachant que moi, je préfère sélectionner des transducteurs qui ont un petit peu de marge, évidemment en bande passante autour de leur zone de filtrage. Donc en fait, les pentes hyper raides ne vont pas sembler amener grand-chose. Bon. 24 décibels, c'est déjà très bien. Faire un 24 décibels Linkritz-Riley ou peu importe en passif, ça devient... aux alentours de 100 à 150 Hz, d'abord c'est une fortune en composants. Les pertes vont être énormes. Et d'ailleurs, nous, quand on fait un filtre passif, on essaye de faire en sorte que le filtre ne soit pas là pour compenser des défauts des transducteurs. Ça sous-entend qu'on se limite en général à une pente relativement douce, de l'ordre de 12 décibels octave, parce que par expérience, on ne peut pas nier le fait que les composants passifs dégradent la liaison entre le haut-parleur et l'amplificateur, et que plus le filtre est complexe, plus ça bouffe de l'énergie, en fait. Exactement. Voilà. D'ailleurs, donc ça sous-entend d'avoir des transducteurs qu'on sélectionne quand même sur leur
leur capacité, leur linéarité. Alors justement, là, dis-nous, sur cette configuration en 3 voies donc, comment cela se traduit en actif actuellement? En actif, on a donc un amplificateur par haut-parleur d'une puissance non négligeable. Donc on va dire on est sur de la classe D. Alors moi j'étais un peu récalcitrant. La classe D. Au début, oui. C'était. Alors moi je ne jurais que par la classe la classe AB. Parce que là c'est tous les audiophiles, en tout cas tous les passionnés, parce que tous les passionnés. Une culture audiophile, on va dire. Moi vont te demander. Je suis pas péjoratif avec l'audiophilie. L'audiophilie, c'est finalement c'est une personne qui aime le matériel audio et avec tout ce que ça représente, l'esthétique, la technologie, tout, peu importe. Je mettrais quand même au sommet pour moi personnellement, au sommet de ma hiérarchie, de mon attachement au matériel, surtout la qualité de restitution. Ça, pour moi, c'est le premier truc. Après, le matos, le prix éventuel que ça peut engager. J'ai appris à me désintoxiquer un petit peu de ça et à devenir un peu moins fétichiste par rapport à certaines technologies, certaines marques, certaines choses. Et à revenir à l'essentiel, c'est à écouter, à croire ce que mes oreilles me disent. Bon. Parce que c'est important, surtout quand on fabrique des choses. Même si on peut se tromper. Mais après, le temps long donne raison souvent. Et puis, l'électroacoustique, c'est un phénomène, c'est quelque chose de très complexe. La psychoacoustique, même on pourrait parler de toutes ces choses, font qu'on on met du temps à se faire une idée réelle. Bon, bref, j'avais des a priori et la classe D, c'est un peu moderne pour moi, c'est un peu... Et puis dans l'esprit même de comment ça fonctionne, je mets pas trop le truc. Okay, et donc j'étais un peu sceptique, à tel point que lorsqu'on a voulu faire l'expérience d'en acquérir pour mettre en œuvre un de nos modèles d'enceinte, la première impression a été extrêmement positive. Alors, il y a l'aspect pratique. L'aspect pratique, c'est le jour et la nuit. Pour faire un filtre, élaborer un filtrage passif qui marche, c'est long et c'est sans garantie de succès. On peut se heurter à des choses qui vont nous orienter vers finalement être obligé d'essayer un autre haut-parleur. Donc là, à ce niveau-là, c'est vraiment pour moi une nouveauté. D'ailleurs, je te laisse en général le soin de faire la programmation du filtre qui se fait via un PC, mais au moins moi ça me permet en une demi-journée, une journée, une semaine de finaliser vraiment un équilibre sur une enceinte, alors que peut-être il m'aurait fallu 3 mois avec un résultat plus aléatoire, parce que c'est vrai quand même que quand on introduit des composants passifs, on introduit aussi une couleur sonore des composants qu'on a constaté. Enfin, moi je l'avais constaté depuis très longtemps, mais toi tu as pu le confirmer aussi. Et donc tout ça interagit dans la chaîne et fait que quelquefois on ne sait pas trop finalement quoi retenir, et on peut prendre des solutions intermédiaires, mais qui ne sont pas forcément pleinement satisfaisantes, mais ça marche quand même, à condition de ne pas trop connaître tous ces paramètres-là. Bon, là, ce que ça veut dire, en fait, finalement, c'est que, de toute façon, les enceintes, que ce soit ce modèle-ci qui est disponible en actif, qui est disponible en passif de base aussi. Ah oui, alors ça, t'as préféré, ça c'est bien aussi, t'as préféré
conserver les deux options, c'est-à-dire soit la version en passif, soit la version active. Naturellement, physiquement, plus on descend en fréquence, plus les efficacités des transducteurs ont tendance à être basses. Bon, il est plus facile de faire un haut-parleur de médium qui est 98 décibels d'efficacité qu'un haut-parleur de grave qui ait la même efficacité. C'est même quasiment impossible si on veut qu'il descende vraiment. Et donc là, ça nous met en passif déjà vers une obligation pour accorder les différents transducteurs. Si on est comment dire, attaché à un transducteur particulier pour le médium, par exemple, pour des raisons effectivement d'écoute, de qualité d'écoute, on va être obligé de l'atténuer. Donc forcément, on va être obligé de dégrader sa réponse impulsionnelle, son amortissement électromagnétique, donc par un réseau de résistance. Bon, donc on est vite confronté à ce phénomène-là. En passif, bien sûr. En passif, qui s'entend immédiatement lorsqu'on a l'occasion de faire l'essai. Et c'est là l'intérêt d'ailleurs de cette solution de pouvoir passer de l'un à l'autre. C'est que ça nous a permis vraiment de transposer dans les deux mondes, à partir de la même enceinte, le type de filtrage actif, avec donc chaque amplificateur qui s'occupe du registre qui lui est alloué, le grave, le médium, l'aigu, et le passif, où on a, malgré un résultat d'écoute qui peut être très 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 satisfaisant, on a quand même, dès qu'on passe en actif, on comprend tout de suite qu'on a résolu plein de choses. On a résolu plein de choses parce que les pentes sont souvent beaucoup plus accentuées, les pentes de filtrage. Les désamortissements par rapport aux amplificateurs n'existent plus. Les fréquences. Précise pourquoi, parce que tout le monde n'est pas forcément au fait là-dessus. Hein. Dans le positionnement de l'intervention du filtrage, en fait, en actif, le filtre se fait en amont de l'amplification. Oui. Tandis qu'en passif, c'est en aval. C'est en aval. Donc après l'amplificateur, il y a un filtre répartiteur de fréquences entre les différents haut-parleurs qui composent l'enceinte. En actif, qui sont des éléments réactifs comme des capacités, des condensateurs, des self-inductions et des résistances. Des résistances qui... alors tout ça s'interpose entre l'ampli et le haut-parleur, et tout ça dégrade la réponse impulsionnelle, on va dire, c'est-à-dire l'amortissement électrodynamique du transducteur, c'est-à-dire en fait un haut-parleur, c'est une bobine dans un champ magnétique relié à une membrane, et la densité, l'importance du champ magnétique détermine l'amortissement du système via l'impédance de sortie de l'ampli à transistor ou à tube, mais à transistor qui en général a des impédances de sortie très faibles et des facteurs d'amortissement qui sont ce qu'on appelle le facteur d'amortissement, qui sont élevés. Donc si on veut bénéficier de ça, au lieu de... pour moi, au lieu de mettre en avant des facteurs d'amortissement très très élevés, je vois des chiffres de 800, de 1000, il suffit de passer en actif. Ouais, c'est ça. Et là, on a tout de suite des facteurs d'amortissement qui sont vraiment intéressants. Et puisque ton haut-parleur est branché directement ou borne directement, ton amplificateur. Directement. Ouais. Non seulement il est branché directement sur le plan ohmique, il y a moins de résistance ou
quasiment plus de résistance entre la sortie de l'amplification et le moteur du haut-parleur. Mais en plus, il n'y a pas d'autres problèmes qui déboulent, qui sont liés aux composants passifs. Si on veut vraiment améliorer un filtre passif, on sait comment faire. On peut le mettre à l'extérieur de l'enceinte pour qu'il ne soit pas soumis à la puissance acoustique qui est très très forte dans une enceinte. On peut l'amortir par différents matériaux. Mais on voit bien que ça mène. On a fait l'expérience. Hein, on a expérimenté ça. On a ressenti ce que ça donnait, ou pas, comme résultat à l'écoute. Mais du coup, la mise en œuvre devient vite lourde. Et puis contre-productif. C'est intéressant, parce qu'on se rend compte à quel point l'oreille peut être sensible à certains phénomènes très subtils. Et on est même étonné qu'un transducteur permette de mettre en avant telle différence sur telle chose. Oui. Mais c'est une réalité. Et la logique, c'est de se dire, mais si je me passais de filtre passif, quoi. Voilà. Alors, avant, c'était difficile. C'était difficile. C'était coûteux, très coûteux. C'était coûteux en matériel, il fallait fabriquer autant d'amplis qu'il y a de haut-parleurs, il fallait ou les acheter, il fallait et puis les filtres actifs étaient analogiques aussi. Hein, donc on avait aussi un étage supplémentaire dans la chaîne, mais au niveau des petits signaux encore. Hein. Donc faire un bon filtre actif, c'était compliqué. Il fallait que ce soit très silencieux, il fallait que ce soit quand même performant, il fallait qu'on puisse obtenir idéalement des pentes raides ou moins raides. Hein, il fallait pouvoir régler tout ça. C'était des usines à gaz ou des appareils coûteux. Là, ça n'est plus le cas. Et là, ça n'est plus le cas. On agit dans le domaine numérique. Voilà. Alors, c'est pas que c'est simple. Hein, on est dans le domaine numérique, donc c'est quand même de la technologie avancée. Voilà. Maintenant que c'est sur le marché, donc pour revenir à notre histoire du début, on a fait l'essai. On s'est dit, moi je me suis dit, bon, je m'attends à un résultat qui peut être intéressant, mais oui, parce que vu le prix, faut dire que tu étais très sceptique, non seulement de la classe D. Tout court. J'étais sceptique de la classe D, bien que je commençais à entendre que finalement ça marchait pas si mal que ça. Et puis de ce type de mise en œuvre qui au final avec des modules qui sont très légers. Alors c'est pas très donc c'est léger. C'est pas très volumineux. C'est pas très volumineux, c'est pas très coûteux. C'est assez économe en énergie. Bon, c'est pas plus mal. Même si un bon classe A qui réchauffe l'hiver, ou un tube 300B, ouais, c'est sympa aussi. Ouais. Mais bon, là, on se pose plus trop de questions. Alors là, moi, la question centrale toujours qui me reste, c'est comment ça sonne. Et donc j'ai été agréablement surpris parce que vraiment, je peux pas dire que ça sonne pas. Ça marche. Ça marche. Alors, est-ce que ça marche parce qu'on est en actif ? Est-ce que ça marche parce que c'est de la classe D ? Est-ce que ça marche parce que... bon, c'est quand même une vraie opportunité de faire franchir la chaîne à un niveau qui était du domaine du rêve avant, hein, avec tout ce que ça comporte. C'est-à-dire le rêve, satisfaction de voir que ça fonctionne. Et puis, quelquefois aussi, on se dit « Ah oui, mais finalement, le vrai son, c'est comme ça. Je pensais que c'était beaucoup plus ceci ou beaucoup plus... » Non, effectivement, c'est comme ça. Et c'est ça que j'ai apprécié, c'est que on est quand même dans une amplification qui est extrêmement transparente. Le truc que je lui aurais peut-être au début un peu reproché, c'est que ça n'en rajoute pas. Et quand on est dans une démarche audiophile depuis longtemps, on est un peu intoxiqué, entre guillemets, par une espèce de fantasme de comment doivent être les sons, quelquefois un peu plus beaux que nature, grâce justement aux circuiteries électroniques. Et finalement, on se défait assez facilement de ça. Hein. Et ce qui est très important
dans la chaîne, avant même pour moi l'acoustique de la salle, ça va être la qualité de la prise de son. Sur les prises de son qui sont très bien faites, cette solution multi-amplifiée active, elle prend vraiment tout son sens. Sachant qu'elle est modifiable. Oui, c'est modifiable, il y a une certaine souplesse, mais on arrive vite à régler un système à son... Enfin, vite, avec l'expérience, avec l'habitude, à son niveau maximum. Alors, c'est ça, ce qu'il faut préciser, c'est que ces enceintes sont pré-réglées dans notre salle d'écoute, en fait. Ouais. Pré-réglées. Alors, elles sont mesurées, elles sont affinées et ajustées après coup, une fois livrées, dans la pièce d'écoute finale. Ouais. Et ça, ouais. Comparé au passif, c'est quand même un énorme avantage. L'offre que l'on propose, en fait, avec les enceintes en actif, c'est que cela comprend les modules, mais cela comprend aussi le sélecteur de source qui fait office de préampli, qui règle dans le numérique, enfin qui est dans le domaine numérique, et les câbles. Alors là, les câbles, on ne va pas en parler ici, parce que ce sera encore un autre sujet. L'avantage en actif, c'est qu'ici, vous avez les modules avec leur sélecteur et réglage de son, les câbles, et le choix de les intégrer directement sur les enceintes, donc les modules amplifiés, de part et d'autre, en liaison numérique AES EBU. On résout deux choses. Techniquement, on reste dans le domaine numérique le plus longtemps possible dans la chaîne. Donc, avec potentiellement un niveau de dégradation de l'information, si le système est bien fait, qui est minime. Plus on reste longtemps dans la chaîne, dans le domaine numérique, plus on se met à l'abri d'une dégradation liée au circuit, liée au câble et autres. Bon. Donc ça, c'est un gros avantage. C'est déjà un avantage sur la multi-amplification analogique. Bon. Donc on résout ça sur le plan technique. Mais ce qu'on résout aussi, c'est le problème du coût consacré au câble dans certaines chaînes haute fidélité. Parce que c'est non négligeable, ça obéit à des règles qui sont assez plutôt de l'ordre de l'empirique. Alors je ne nie pas qu'il y ait des différences sonores entre les câbles. Il peut y avoir une partie d'auto-persuasion, mais pas que. Ça s'observe en faisant des essais sur le temps long, sur les années. On dit, ouais, effectivement, il y a des caractères sonores sur telle marque, telle autre, telle technologie de câble. Bon, le problème, c'est la course à l'armement autour des câbles. Pour moi, il y a des tarifs de câbles qui sont... je ne saurais pas te dire, qui sont étonnants. Par contre, on fait quand même attention aux câbles, parce qu'on a quand même constaté qu'on préfère certains câbles à d'autres. Voilà. Alors moi, je préfère les câbles qui me permettent d'avoir une écoute que je trouve plus naturelle, on va dire. Voilà. Mais ça ne veut strictement rien dire, c'est pas technique, c'est vrai. Voilà. Après, tout est discutable dans ce qu'on a. Par contre, effectivement, un truc est sûr, c'est que dans la chaîne, diminuer les liaisons entre différents appareils, différents étages, c'est quand même un plus. C'est un plus à la fois donc pratique, mais c'est aussi un plus technique en termes de performance et de transparence du système. Hein. C'est ça. Le numérique, l'absence de beaucoup d'appareils, et finalement, c'est vraiment un plus. Et puisque cette solution-là nous permet
d'intégrer finalement les amplificateurs, le filtrage en actif, les câbles. Voilà, dans la même machine. Dans la même machine. Donc il nous reste plus que la source, quoi, finalement. Voilà. Alors après, voilà, il n'y a plus que la source. Alors la source, elle est dans le domaine numérique. Nous, on l'attaque dans le domaine numérique. On l'utilise essentiellement comme un streamer qui marche bien. Et puis on prend nos sources dans le domaine souvent format CD ou Hi-Res, 24 bits. Bien sûr. Je suis tout à fait respectueux du gens qui sont passionnés par le vinyle, par les très belles platines vinyles, les bras de lecture, les cellules et tout ça. Je comprends. Moi, j'en reviens toujours au truc. Ce qui m'intéresse, c'est le son. Voilà. Et au final, le numérique, c'est incontestable. C'est un progrès sur le plan du stockage et de la restitution des informations qui vont pouvoir restituer le son. D'ailleurs, on peut le dire, c'est ce qu'on a déjà fait chez différents clients. Ouais. Le conseil sur leurs sources, la simplification de leur chaîne aussi, en termes de convertisseurs, d'amplificateurs. On a constaté qu'il y avait beaucoup de gens aussi, de passionnés aussi également, qui c'était un petit peu, on complexifiait leur chaîne alors qu'on peut la simplifier totalement en termes d'appareillage. Et au final, avoir quelque chose qui marche mieux. Et puis si on avait un message à passer par rapport à ça, c'est qu'actuellement, il y a une forme de démocratisation de la qualité. Qui vont vers plus si je devais résumer, à l'heure actuelle, le watt en classe D, il est pas cher. Est-ce qu'il est bon ? Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on a des amplis qui marchent. Ils permettent d'avoir beaucoup de puissance à un coût tout à fait raisonnable. La qualité des sources en numérique sont-elles est-ce que c'est un support entre guillemets qui vaut le coup ? Oui, ça marche. Avec la haute résolution ou autre, on a maintenant des choses que je pense qu'on entendait il y a quelques années que dans les studios en termes de qualité de source. Donc la bonne nouvelle, c'est que finalement tout ça revient moins cher. Oui, et normalement. Moins cher. Il y a le dernier maillon, c'est le haut-parleur qui travaille encore dans le domaine analogique, et je pense pour longtemps encore. Il a fait des progrès. On oublie de s'informer sur les progrès qui sont faits dans le domaine du haut-parleur. Donc l'industrie permet, que ce soit des petits ou des grands fabricants, maintenant de faire des choses qu'on ne faisait pas avant. Je pense beaucoup au grave, je pense aussi à d'autres choses dans le domaine des membranes, des moteurs, de l'architecture des moteurs. On va quand même plus loin. Et c'est normal, c'est logique. Pour reproduire ce qui est permis d'enregistrer sur les sources dématérialisées, il a fallu faire des progrès. Et les premiers qui l'ont fait, c'est les pros. Dans les studios, et même pour le matériel de scène, des choses maintenant qui marchent très très bien. Donc ça c'est autre chose, c'est un autre domaine, mais c'est important parce qu'on a quand même dans nos réalisations quelques matériels qui viennent directement du monde pro. À commencer par les transducteurs. Les transducteurs, alors pas tous, mais certains. Il faut en faire l'expérience pour s'en rendre compte. C'est pas parce que c'est pro que c'est vulgaire. D'ailleurs, même les systèmes extrêmement audiophiles à l'ancienne, genre Altec et choses, c'était quoi ? C'était des haut-parleurs pro. Et ils avaient des qualités que peut-être n'avaient pas les marques plus hi-fi à l'époque. Et certainement même qu'ils les avaient pas. Donc maintenant, ce qu'on arrive à faire, c'est à miniaturiser les choses et finalement à les rendre aussi plus accessibles
à la fois par la mise en œuvre et par le coût. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'on fasse des choses à l'économie, puisqu'on s'oriente vers des marques réellement innovantes et qui permettent surtout d'améliorer la performance acoustique des enceintes. Parce que c'est ça ma grosse marotte, c'est le son. C'est pas le. C'est ce qu'on veut. En tout cas, mettre en avant chez NVD, c'est au final proposer les systèmes, que ce soit donc nous notre spécialité ce sont les enceintes acoustiques, mais évidemment dans une logique aussi d'accompagnement des gens qui n'ont pas forcément bénéficié de la... Ouais, parce que c'est un domaine de passion. À partir de ce moment-là, si c'est ça qui prédomine, on ne peut pas avoir un domaine purement marketing. Mais franchement, moi je trouve certaines démarches d'entreprises dans ce domaine-là assez délirantes. Je pense à des prix de... Bien sûr, et ça ne s'arrête pas sur les salons, bien sûr. C'est des choses qu'on voit pas de plus en plus, mais enfin, pour dire que la haute fidélité de qualité ça devrait pas être forcément un truc inaccessible. Élitiste, parce que c'est forcément élitiste, mais ça devrait être élitiste par l'intérêt intellectuel que ça suscite. C'est-à-dire que ça devrait être quelque chose qui nous élève culturellement, parce que c'est passionnant en fait, la prise de son, comment ça fonctionne, un micro, un instrument de musique, une membrane de haut-parleur, pourquoi ça marche pas, le psychoacoustique, toutes ces choses-là. C'est des domaines très très intéressants. Et ça doit être ça. Ça n'est pas pour moi, la hi-fi, c'est pas un produit de consommation. C'est autre chose. C'est comme tout ce qui a trait à la musique. Donc concernant ce modèle, à qui il est destiné, si on peut, on va dire, conclure sur cette première présentation. Pour conclure sur cette enceinte, à qui elle est destinée ? Alors, initialement, elle est destinée à nous. C'est un modèle d'étude. C'est un modèle d'étude qui a permis de mettre en évidence le bien fondé d'étendre la réponse vers les basses fréquences. Donc, comme je le disais, avec à la fois une extension, mais aussi une transparence du grave. Donc, elle était effectivement destinée à nous. C'est un autre modèle référence pour ce domaine du grave. Maintenant, physiquement, ça a débouché sur l'objet en question, qui peut la destiner à des audiophiles très exigeants, et aussi à des audiophiles qui auraient une pièce importante d'écoute, en termes de volume, en termes de surface, parce que on n'a absolument aucune limite en termes de puissance acoustique en restitution haute fidélité sur cette enceinte-là. Je ne vais pas donner des chiffres parce que j'aime pas trop. De toute façon, ils seront disponibles sur la page. Et ça signifie pas grand-chose. Quand on écoute, on s'est vite aperçu, enfin moi je le savais, mais tu t'es aperçu qu'en faisant des mesures sur les niveaux sonores d'une écoute domestique, même quand on pousse vraiment fort, on est à des niveaux qui sont très très inférieurs à ce que peuvent faire ces transducteurs-là, surtout en actif. Donc en fait, l'intérêt c'est surtout qu'on a un taux de distorsion qui est très très faible, et donc on a un système qui
qui est très très comment dire, jubilatoire à écouter. Bah, oui, et surtout dans une pièce, là on n'est pas dans une pièce qui est Là immense. on est dans 35 mètres carrés. Voilà. Dans 35 mètres carrés, on ça pourrait se convient dire quand même. c'est démesuré, ça va être faire du gros son, grossier. Non, pas du tout. C'est justement c'est l'inverse. Le grave et les contrebasses sont d'un naturel exemplaire. La réponse impulsionnelle sur les pizzicati, ça c'est jubilatoire tout simplement. Il n'y a pas d'autre. C'est ce que j'aime dans une écoute. C'est ce que j'aime dans une écoute. À écouter alors, à écouter. Bah à écouter. Alors écoutez. Après, il faut prendre en compte l'objet. L'objet pèse quand même 120 kilos. Pièce, oui. Pièce. On est sur un vrai haut rendement. Donc en actif, le rendement, ça ne veut pas plus dire grand-chose, mais quand même, on sent que les haut-parleurs sont à l'aise, quelles que soient les circonstances. Du grave à l'aigu. La réponse impulsionnelle, ressentie, perçue, elle est extrêmement intéressante. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas de limite avec ces enceintes-là. Et elles ont l'avantage d'être intégrées, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un système avec un caisson de basse et puis un satellite au-dessus qui techniquement fonctionne très bien, mais là on a une enceinte intégrée. Et au rendement. Et on précise. On est quand même sur du haut rendement, parce que quand je dis haut rendement, c'est du vrai haut rendement. On est à toute la partie jusqu'à l'extrême aigu. de l'extrême grave, on va dire, allez, on est à 96 dB si on était en chambre sourde ou en extérieur, et en médium aigu, on est au-delà de 100, on est à 100 décibels, hein, ce qui est du vrai haut rendement. Par contre, ça sonne pas comme une enceinte, comme certaines enceintes mythiques audiophiles, type voix du théâtre ou choses comme ça, qui étaient aussi à 100, voire un peu plus de rendement, mais qui n'avaient pas du tout la même neutralité. Voilà. Un petit truc quand même, c'est que ces enceintes qui sont des enceintes, sur certains plans, des enceintes modèles d'études pour nous, vont déboucher sur des prochaines réalisations qui vont tenir compte de tout ça, et qui vont être plus compactes. On tend à... Alors, c'est ça, à la fois plus compactes et encore plus performantes sur le plan de l'extension dans le grave et de la qualité transitoire dans tout en bas. On n'en dit pas plus, ça va faire l'objet d'une vidéo voilà. Future, mais effectivement, en tout cas, ce modèle nous a confirmé certaines choses à l'écoute. C'est ça. Et c'est avec plaisir, en tout cas, qu'on le fait écouter dans nos locaux. Donc toutes les informations en description sur le site internet NVD Enceintes Acoustiques, et on reste joignable pour toute question. C'était avec plaisir de discuter avec les passionnés. Voilà. Ok, écoutez, bonne journée à tous. Bonne journée et place aux écoutes. Et place aux écoutes.